Bienvenue à tous. Nous sommes pratiquement à jour J -2 où la Sénat devra donc rendre publique la liste des partis politiques devant prendre part aux élections législatives du 28 avril prochain. Le processus électoral est ainsi en marche mais laisse entrevoir des bribes de tension avec une exclusion dénoncée des partis politiques de l'opposition. Et pendant ce temps, une commission de la CEDEAO séjourne depuis quelques heures seulement au Bénin. Cette commission a une mission de médiation, pourquoi pas de discussion avec les acteurs. Elle s'inscrit également dans une logique de prévention d'une crise éventuelle. Une discussion qui donc va s'ouvrir ici et maintenant avec vous. Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir, Joël Tchogwe, bonsoir à tous. Elvé Chatineou, bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Joël, et bonsoir à tout un chacun. Et Satuné Diassou, le troisième donc du plateau, bonsoir. Bonsoir Joël Tchogwe, bonsoir à toutes et à tous. Vigile Avancé, une commission de la CEDEAO qui séjourne depuis quelques heures au Bénin. Nous savons que c'est ça fait partie donc des faits courants au sein donc de la sous-région, puisque prescrit par le protocole additionnel sur la bonne gouvernance et la démocratie de la CEDEAO. La mission s'inscrit notamment dans une logique d'information, mais également de diplomatie préventive afin d'appréhender les difficultés de compréhension socio-politique émanant pouvant résulter donc du processus électoral, mais également de prévenir donc la paix, garantir l'état de droit et la sécurité. La mission est au Bénin. Est-ce que ça présente quelque chose de bon? Alors, disons, une mission de paix, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, c'est une mission classique. Comme vous l'avez rappelé, la CEDEAO a toujours fait, n'est-ce pas, cette mission-là dans les pays membres ayant donc à organiser de ces genres d'élections, des élections législatives ou des élections présidentielles. Attendez, sauf que cette fois-ci, ça prend quand même une autre tournure. Il a le volet diplomatie, comme l'a fait savoir donc le chef de la délégation. Il a le volet diplomatie, étant donné que ces élections sont un peu particulières tout de même pour le Bénin, avec des tensions pas souvent observées, n'est-ce pas? Donc, oui, vous allez constater qu'on n'avait pas toujours parlé, il n'avait pas toujours eu n'est-ce pas, de battage médiatique autour de ces genres de missions. Pourtant, ce n'est pas, comme je le disais tantôt, ce n'est pas la première fois. Donc, le contexte s'y prête, surtout que les différents acteurs n'arrivent pas à s'entendre et que les Béninois, quels que soient les camps, n'est-ce pas, cherchent une issue à cette crise, puisque visiblement, il y a crise due aux lois, à la réforme donc, du système électoral. Donc, beaucoup aujourd'hui attendent de cette mission-là que ça puisse être la voie de sauvetage, n'est-ce pas, que les différents acteurs, surtout ceux-là qui ont la décision, pourraient saisir, n'est-ce pas, pour qu'on puisse sortir de cette crise, pour qu'on puisse sortir de la situation. Est-ce qu'on va y arriver? Certainement, au cours de cette émission, nous allons revenir là-dessus et voir ce qui pourrait être issu, on va dire, de cette arrivée de cette délégation de la CEDEAO. Satuné Diassou, une mission d'expertise, pour ainsi dire, de contrôle également de la CEDEAO qui séjourne au Bénin. Pourquoi? Je crois que la délégation a précisé. C'est une habitude. Ça devrait rassurer ceux qui avaient pensé que c'était une première, que la CEDEAO descende au Bénin, que c'est parce qu'il y a crise, cette tension qui est perceptible, que la Commission a dû dépêcher cette délégation. Quand vous écoutez le commissaire à la paix et à la sécurité, qui est un Béninois, le général de police Francis Awagbe, qui a précisé que c'est désormais une tradition au sein de la CEDEAO qu'à chaque fois qu'il y a élection législative ou présidentielle dans l'un quelconque des 15 États membres de la communauté, que ces délégations fassent le tour pour prendre d'abord des informations, parce que c'est une mission d'information, avant d'avoir un second aspect de mise en place d'une politique diplomatique pour donc apaiser ce qui aurait comme remous, pour utiliser l'expression du commissaire
à la paix et à la sécurité de la Commission. Donc, heureux de savoir que c'est une tradition et que ce n'est pas spécialement parce qu'il y a une tension au Bénin que la Commission est descendue. Mais même si ce n'était pas officiellement dit de la Commission, qu'avant qu'elle n'arrive, il y avait déjà cette tension qu'on pourrait observer, le Bénin n'est pas en vase clos. Il appartient à cette communauté, tout au moins qu'elle a CEDEAO. Et la délégation, avant d'arriver, suit certainement l'actualité au Bénin, comme dans d'autres pays, et a certainement suivi jusque-là, telles que les choses se sont déroulées, pas seulement avant-hier ou la semaine dernière, depuis que des actes ont commencé par être posés pour mettre des balises en vue de nous conduire aux législatives. La communauté suivait certainement déjà. Depuis qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu vote de la charte actuelle des partis politiques, depuis qu'il y a eu vote du code électoral, et avant même le vote, tous les débats qu'il y a eu dans ce cadre concernant ces lois, la Commission a suivi et peut déjà se faire une idée de ce qu'est ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, avant son arrivée. Moi, j'ai suivi l'interview accordée par la délégation sortant de la Cour constitutionnelle ce matin. Les membres de la délégation, notamment le commissaire à la paix et à la sécurité, qui précisait déjà que la délégation a déjà rencontré le ministre de l'économie et des finances, a déjà rencontré le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a rencontré le président de la République et a un projet, si ce n'est pas encore fait cet après-midi, de rencontrer les structures en charge de l'organisation des élections, notamment la Commission électorale nationale autonome, le COSLEPI, avant de rencontrer les partis politiques, les formations politiques, qu'elles soient de la mouvance ou de l'opposition. Personnellement, j'aurais aimé que ce soit le contraire. Le contraire, commencer par les partis politiques, puisque c'est à leur niveau qu'il y a plus de remous actuellement, de quoi permettre à cette délégation d'avoir de la matière, une fois en rencontrant le ministre de la Justice, une fois à la rencontre du ministre de l'Intérieur, une fois à la rencontre de la Cour constitutionnelle, de pouvoir remonter, de pouvoir exposer à la Cour ce qui constitue aujourd'hui les préoccupations, surtout des partis de l'opposition, pour avoir la réaction de la Cour là-dessus. Parce que si... Vous savez que dans les relations diplomatiques, ça se passe par gradation. Et vous savez quand même qu'on parle d'institution à institution d'abord. Quand vous rentrez au Bénin, vous laissez les institutions et que vous prenez langue avec les partis politiques engagés dans le processus électoral. Est-ce que ça ne biaise pas un peu la disposition connue habituellement? Je ne sais pas ce que prévoient les tests de la CEDEAO en la matière quand une délégation arrive au pays. Si vous parlez d'institution à institution, je pourrais vous opposer ce fait que la délégation n'a pas encore rencontré le président de la République. Et s'il fallait procéder par ordre de préséance, quand la délégation est au Bénin, elle devra rencontrer d'abord le président de la République, par ordre de préséance pour ainsi dire, avant de commencer par faire le tour de ses ministres. Mais la délégation a déjà rencontré tout au moins 2 ministres du gouvernement, ministre de l'économie et des finances, ministre garde des Sceaux, avant de projeter, d'être dans la programmation de rencontrer le président de la République, certainement selon son agenda, selon sa disponibilité. Je ne sais donc pas ce que prévoient les tests de la CEDEAO, mais pour moi, pour question d'efficacité, c'est mon avis à propos, c'est discutable. On devait commencer par ces partis aujourd'hui qui sont dans la contestation, parce que vous ne prenez pas les institutions, toutes les institutions nous disent qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas péril à la demeure. Le ministre de l'Intérieur dit qu'il n'a fait que jouer son rôle. Le ministre de l'économie et des finances dit ne fait que jouer son rôle, même si c'est dans ce processus électoral, on sait que c'est le ministère qui délivre le quitus fiscal. Et on sait que si la délégation avait déjà rencontré les partis de l'opposition, les reproches, les griefs que les partis de l'opposition ont contre le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'Intérieur, ils auraient exposé ces partis leurs griefs, quitte à la délégation en rencontrant ces ministres d'exposer les préoccupations pour voir si elles sont fondées ou pas, d'être rassurés et de savoir comment manager après. Parce que de mon avis, en procédant ainsi, en rencontrant déjà les 2 ministres, en rencontrant la Cour constitutionnelle, en rencontrant par la suite les partis politiques, notamment ceux de l'opposition qui donneront plus de la matière à la délégation aura-t-elle encore l'opportunité de rencontrer avant de prendre congé du Bénin les institutions qui seraient citées, les ministères qui seraient cités, qui seraient épinglés qui seraient donc indexés
par les partis de l'opposition, je me pose la question. C'est ça qui me fait dire que pour question d'efficacité, à mon avis, la délégation pouvait rencontrer les partis politiques avant de faire le tour et d'aller vers les institutions, la Cour constitutionnelle, les ministres concernés, le COS et tout ce qui va avec. Voilà. Donc vous ne pensez pas que une fois peut-être les échanges bouclés avec les institutions, les commissaires pourraient repartir à nouveau après avoir s'ils ont encore l'opportunité, reçu, s'ils ont encore l'opportunité, je trouve que c'est bien. Mais pour des questions de diplomatie aussi, ils peuvent chercher à ne pas, une fois déjà sur le terrain, une première fois, chercher à avancer sur des terrains qui feront qu'il y aurait de la crispation de part et d'autre. À elle de savoir, certainement, c'est des personnes qui sont averties. C'est des personnes qui sont averties. Même si on fait on relève d'autres insuffisances, est-ce qu'il faut parler d'insuffisance, d'autres aspects qui pourraient constituer des handicaps à la descente de cette délégation-là. Le Richard Tindeou, vous êtes également avec nous ce soir. Est-ce que vous pensez que pour des raisons d'efficacité, effectivement, la commission de la CEDEAO devrait commencer par les partis politiques avant de remonter à l'institutionnel? Oui, je dirais que peut-être c'est le contexte Voilà. actuel qui... C'est le contexte actuel qui peut-être nous amène à dire ça. Ou c'est vrai, Saturnel l'a évoqué tout à l'heure, il ne connaît pas l'agenda, il ne sait pas dans les tests même de la CEDEAO en la matière, qu'est-ce qui se passe ou comment est-ce qu'on procède. Nous n'avons pas Non, habituellement, Maintenant, pas tradition, habituellement, pas tradition. même si vous voyez l'UEMOA, quand c'est une mission de l'UEMOA qui vient, c'est d'abord les le institutions. ministre, voilà, et puis D'accord. après, discuter avec les acteurs. Mais je pense que dans notre cas, puisque c'est pas une première au Bénin, ils ont l'habitude peut-être de venir, mais aujourd'hui, si nous mettons l'accent aussi, aujourd'hui, tout le monde a ce regard focalisé pour focaliser sur la rencontre entre cette commission et l'opposition ou la mouvance, c'est-à-dire les partis politiques en jeu pour les prochaines législatives, c'est pour dire que la donne a changé et à un moment donné, il faut aujourd'hui que il y ait un regard qui soit donc sur ce processus en cours pour véritablement que les choses marchent. Et si, Saturnin tout à l'heure le disait, s'il a souhaité par exemple que la commission rencontre les partis politiques, c'est pour remonter justement les griefs, parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont reprochées au processus électoral en cours. Mais ce que j'aimerais placer au-delà de tout, c'est quoi? C'est que la commission en venant n'est pas aussi mécréant, les membres ne sont pas aussi sans savoir ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. Ils connaissent l'actualité. Ils sont avertis. Ils sont avertis. Donc, que l'opposition, enfin, je parle de l'opposition, la mouvance, c'est-à-dire les formations politiques, ceux qui doivent aller aux prochaines élections, qu'ils soient peut-être à la fin ou en dernière position sur la liste de la commission, pour moi, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Peut-être c'est aussi pour rassurer. Ils n'ont peut-être pas un calendrier pour aller revenir, c'est-à-dire faire 2 tours ou 2 fois les institutions, puisque si jamais ils rencontraient les formations politiques au début déjà du parcours ou de des rencontres, des rendez-vous qu'ils ont de leur agenda, c'est qu'ils doivent encore revenir vers la fin pour faire le point tout au moins à ceux-là, pour leur dire, écoutez, voilà ce qui a été dit. On a présenté également, mais ils ne sont pas dans cette dynamique. Leur rôle, c'est de constater ce qui se passe peut-être pour le moment, et c'est après qu'il y a cette mesure préventive qui va peut-être intervenir, où ils diront, au regard de ce que nous avons entendu avec les différentes institutions que nous avons visitées. D'ailleurs, quand vous suivez le responsable, le commissaire sécurité et paix, par exemple, il dit que avec le ministre des Finances, le ministre, le garde des Sceaux, et puis
la Cour, tout se passe bien au Bénin. Tout se passe bien. C'est le point qu'il fait. Justement, et il faut attendre peut-être la rencontre avec les formations politiques pour savoir si ils partagent cet avis. Il faut attendre peut-être la réaction de la Sénat d'ici le mercredi pour voir si tout marche bien au Bénin. Il faut attendre peut-être l'après sortie médiatique des membres de la Sénat à la suite de l'étude des dossiers pour savoir si tout va bien au Bénin. Et je pense qu'ils reviendront. Ils reviendront, d'accord, pour rencontrer encore les institutions. Ce n'est qu'un pas. Ils sont venus en réalité prendre langue entre griffes avec les institutions dans la mesure du possible, déjà pour connaître ce qui se passe, ce qui est fait. Et voilà, venir au pays et se jeter, ou du moins décider d'une rencontre avec les formations politiques, cela peut paraître un peu biaisé. On va dire, mais écoutez, ils sont venus servir qui? Ils sont venus pour quelle cause? Est-ce parce qu'ils ont appris que, bon, peut-être ces derniers temps-ci, il y a des formations politiques qui sont mécontents? On peut également se poser des questions. Si ils ne sont pas également en mission pour X ou Y, s'ils sont venus pour la bonne cause, s'ils veulent vraiment qu'il y ait la paix dans notre pays, donc pour que le rapport ou pour que leur démarche ne soit pas biaisée ou qu'on n'interprète pas autrement leur démarche, je pense que c'est ce qu'ils devraient faire. Commencer par les institutions avant donc d'en venir aux formations politiques. Et c'est ce qui va se passer naturellement. Gilles Avancé, avez-vous un commentaire autre que celui de Ulrich sur la démarche suivie par ces commissaires de la CEDEAO? Non, je crois que vous avez déjà répondu en partie. C'est classique également. C'est avec les autorités, n'est-ce pas, au plus haut niveau que ça commence. Et puis, voilà, ça finit par là où ils ont fini. Puis, pour moi, ce n'est pas très important. Ce n'est pas très important parce que ce n'est pas à cette délégation, n'est-ce pas, qui reviendra de trancher la crise. Il ne reviendra pas à cette délégation d'arbitrer ce qui se passe au Bénin. Il lui reviendra, n'est-ce pas, voilà, de pondre un rapport qui serait suivi de recommandations. Et puis, on verra bien la suite. Mais puisque les commissaires parlent d'une diplomatie préventive également, qui pourrait s'adosser à cette mission d'information. Bien sûr. Donc, ils sont d'abord venus faire l'état des lieux. Est-ce qu'il y a crise, oui ou non? Et n'oubliez pas, ce n'est pas seulement une mission classique pour autant, parce que en septembre déjà, si ma mémoire est bonne, la FCBE a écrit à cette même commission pour lui signaler des problèmes dans le pays, pour demander, n'est-ce pas, qu'elle vienne s'enquérir de la situation politique au Bénin de septembre à ce jour. Convenez avec moi que les choses ont évolué, qu'il a eu donc comme une certaine complication, notamment avec la mise en application des réformes politiques. Et donc, oui, il y a de la matière. Oui, la commission savait ce qu'elle venait faire. Oui. Donc, vous indiquez déjà la commission qui a crise. Je n'indique pas. La commission n'est pas venue en promenade. La commission n'est pas venue en promenade. Vous l'avez rappelé, vous aussi, que c'est doublé, n'est-ce pas, d'un volet diplomatique, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas juste une mission d'information. Ils savent, et je vous dis que une partie, tout au moins, les avait déjà saisis par rapport à la situation, par rapport aux problèmes politiques qui se posent au Bénin. Donc, comprenez que ils sont venus et ils savent bien. Maintenant, le reste, c'est un problème d'agenda. Quand Ulrich dit qu'ils vont repartir voir donc, ces institutions, je ne crois pas, parce que la mission court du 3 au 7. Je dis s'ils devraient commencer par exemple par les formations politiques, c'est dit qu'ils doivent revenir pour leur rendre compte de ce qu'ils ont entendu avec les autres institutions. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dans tous les cas, il ne leur revient pas encore une fois d'arbitrer. Ils vont noter, n'est-ce pas, dans un rapport, tout ce qu'ils auront entendu, tout ce qu'il y aura d'essentiel. Mais pendant ce temps, si la situation doit pourrir, elle va pourrir. Bien sûr, ce ne serait pas par leur faute. On a déjà vu ces genres de missions ailleurs, au Togo. On a vu, et ça me fait aborder l'autre problème. Est-ce que tout l'espoir qui est aujourd'hui mis dans cette mission de la CEDEAO, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça nous sortira d'affaires? Ça n'a pas toujours été le cas dans d'autres pays.
Donc, chaque pays revendique sa souveraineté, voilà, sa primauté sur ses normes communautaires. Oui, quand vous dites là, je sens plutôt un argument d'une partie que vous évoquez ainsi. Le chef de l'État, comme il a déjà fait, ne serait-ce que sur le cas, n'est-ce pas, de la Cour africaine des droits de l'homme, pourrait revendiquer, n'est-ce pas, s'adosser sur la souveraineté du Bénin pour continuer dans la logique qu'il pense être la meilleure, par exemple. Donc ce n'est pas à écarter. Et bon, la CEDEAO n'a pas d'autres mécanismes, autres mesures pour imposer quoi que ce soit au Bénin. Vous comprenez que si ça va dans ce sens, ça va s'imposer. Mais vous vous rappelez certainement cette situation gambienne avec Yahya Jammeh qui a été également contraint de devoir quitter le pouvoir sous la pression de la CEDEAO. Bien sûr. On peut présager d'une certaine efficacité, non, de cette, Non, il faut avouer, si vous observez très bien les crises dans la sous-région et le fonctionnement de la CEDEAO, on est très loin d'un schéma comme ça au Bénin. Et vous avez entendu donc les membres de la délégation dire que le Bénin, sur leur tableau, est un bon élève. Le Bénin est un exemple sur le continent africain. Donc, on n'est pas dans la pourriture, excusez-moi le mot, de ces pays-là que vous désignez, la Gambie, le Cap-Vert, j'ajouterais, on n'est pas dans ces cas-là où on verrait un arbitrage armé pour séparer les différentes parties. Je ne pense pas, on est très loin de ce cas. Si ça s'impose, les diplomates, quand vous voyez le fonctionnement, surtout le fonctionnement de la communauté internationale, oui, elle fait ce qu'elle peut. Suivez le dernier cas là, en République démocratique du Congo. Oui, vous voyez les diplomates, les chancelleries prendre parti, n'est-ce pas? Peut-être pour la vérité, peut-être pour leurs intérêts. Mais quand c'est le rapport de force qui impose que la victoire ça penche d'un côté, ils s'alignent. Ou tout au moins ils se taisent et puis ce qui a lieu continue. Voilà. Saturnin Djassou, après toute cette démonstration, est-ce qu'il y a d'espérer de cette commission tout l'espoir dont parlait Vigile Arancet tout à l'heure? Donc il y a eu beaucoup de Béninois qui manifestaient leur coup de cœur. Ils sont contents parce que la commission de la CEDEAO est présente au Bénin. Est-ce qu'il y a fort à parier qu'elle serait efficace, cette commission-là? Il n'y a pas fort à parier qu'à 100% elle sera efficace. On peut espérer que la délégation, quand elle se retirera, quand elle fera son rapport, parce que Vigile le précisait tout à l'heure, ce n'est pas qu'elle est là déjà, je ne crois pas. En tout cas, encore une fois, je ne sais pas exactement, parce qu'en matière de diplomatie, les gens ne viendront pas vous dire, viendront pas vous révéler les coulisses de leurs échanges. Et si vous cherchez, vous saurez que avant même que la délégation n'arrive au Bénin, il y a eu tout au moins des contacts de façon personnelle entre des dirigeants membres de cette communauté-là. Pour se passer le mot sur ce qui se passe, certains ont certainement commencé par donner leur avis, avant que ce n'est pas parce qu'ils se seraient donné des avis que la mission officielle ne viendrait plus. Il faut faire les choses comme c'est recommandé. J'avais donc commencé par dire qu'on peut espérer qu'elle joue son rôle, qu'elle, une fois sur le terrain, ne dise pas d'office: bon, gouvernement, vous n'avez pas raison, ou parti politique de l'opposition, vous n'avez pas raison. Qu'elle prenne langue avec toutes les parties prenantes à ces élections législatives et que, compte tenu des informations qu'elle va recueillir, qu'elle élabore son rapport, qu'elle adresse à qui de droit, libre à qui de droit, de prendre en compte les recommandations qui sont faites. Et c'est là qu'on aborde le deuxième aspect de la mission. La mission a dit qu'elle est une mission d'information avant d'être une mission qui se déploierait de façon diplomatique pour prévenir les conflits. C'est quand il y a remous qu'il y a prévention, ou c'est quand on sent qu'il y a des éléments qui pourraient nous amener dans des crises. Mais il y a le cas de Clibor. Il y a le cas de Clibor. Le cas d'OSR, le cas d'Alada, de Porte-Novo également. Tout ça, les membres de cette délégation ou de la communauté ne sont pas ignorants de ça. Ils savent qu'il y a déjà des éléments, il y a déjà des manifestations sur le terrain qui sont une première déjà, qui les amènera, même si officiellement ils viennent dire que sur le tableau, le Bénin est bon élève,
en même temps qu'ils le disent officiellement, qu'ils aient des craintes que ce bon élève qui, jusqu'à la semaine dernière, allait aux élections sans qu'on ne voit dans une quelconque des localités des populations se lever, barrer la voie, brûler des pneus, affronter les militaires, chasseurs à Kiribor contre militaires, qu'on aille jusqu'à tirer, qu'on aille jusqu'à tuer tout au moins 2 personnes, selon les informations. En même temps que cette délégation dit le Bénin est bon élève, en même temps elle aura à cœur ces événements qui ont commencé et se dira que si on laisse les choses en l'état, demain il peut y avoir d'autres soulèvements plus importants. Et ce qu'il urge de faire, c'est d'éviter qu'on ne continue d'enregistrer de ces genres de cas. Mais je disais tout à l'heure que oui, l'intervention peut-être musclée de la CEDEAO, à part le cas de la Gambie, on ne l'a pas eu autrement. C'est là aussi un piège qu'il faut éviter. On a beau dire que le Bénin est un pays souverain, le Bénin n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Quand c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui rend une ordonnance qu'on décide de ne pas respecter, ça aura ses inconvénients. Mais ce ne serait pas la même chose si nous sommes en période électorale et qu'il y a une frange de la classe politique qui est frustrée, une frange de la classe politique supportée par certaines populations qui commencent par descendre dans les rues. Nous ne sommes pas dans le même cas. Dans le cas de la CCJA, on n'est pas en face d'une confrontation entre population et forces armées. Ici, nous nous acheminons vers ce cas-là. Et le Bénin, tout souverain qu'il est, doit savoir qu'il vit dans une sous-région qui a ses réalités, qui a ses zones rouges, qui a ses zones d'instabilité, et doit savoir que les autres pays qui l'entourent n'ont pas intérêt à voir le Bénin devenir aussi un autre foyer de tension. Ces pays chercheront à se protéger, parce que quand ça commence à arriver au Bénin, tout au moins au cas le plus bas, on dira qu'il y aura des réfugiés qui vont sortir, qui iront dans d'autres pays, qui vont devoir gérer ça. Ces pays ne resteront pas silencieux pour dire, bon, allez, ça ne nous concerne pas, gérer. Parce que quand il y aura des inconvénients, ce ne sera plus le Bénin seul qui va gérer. Quand il y aura tension au Bénin, on ne sait pas d'où viendront des gens qui rentreront dans ce que je ne sais pas, ce qu'on ne souhaite pas pour notre pays. Donc, ils chercheront à préserver ça. Et au moment opportun, si la situation dégénérait jusqu'à un certain niveau, le Bénin aura besoin de ces pays de la sous-région pour sécuriser les populations. Parce qu'on a dit communauté, et comme on le dit, l'armée, elle est là pour garantir la sécurité des populations. Avant donc de chercher à garantir la sécurité des institutions, c'est le peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Et quand le peuple est en difficulté, c'est le peuple qui est protégé d'abord, selon les cas, en tout cas c'est moi, c'est mon avis que je donne à propos. Le Bénin n'a pas intérêt à faire l'enfant têtu. Le gouvernement du Bénin n'a pas intérêt à dire à la CEDEAO ce que les partis de l'opposition vous ont dit. C'est faux. Balayez ça d'un revers de main. Devant Yamaïs, comme on le dit, fonçons droit, on ira en législative, ils vont en souffrir, mais ne pourront rien faire. Le Bénin n'a pas intérêt à le dire. Si le Bénin le disait, et on allait en législative, rien qu'avec les partis de la mouvance, les partis soutien du président de la République, et que rien ne se passait, tant mieux. Là, on saura que le gouvernement a raison. Il a pu gérer la situation. Les autres pays de la CEDEAO peuvent se laver les mains pour dire, déjà qu'il a pu gérer ça, nous, on ne fera pas de l'ingérence. Mais si on n'arrivait pas à gérer ça, et qu'au fur et à mesure, on va vers le 28 avril, il y a de plus en plus de foyers de tension. Que le Bénin le veuille ou pas, il va voir d'autres pays de la sous-région vouloir se prononcer à propos, et même si la situation devenait pire, vouloir s'ingérer, j'ai commencé par le dire, même à vouloir envoyer des forces pour protéger X, Y ou Z. Donc on n'est pas seul au monde, seul dans la sous-région. Et des actes qui se passent, des choses qui se passent au Bénin ont des inconvénients, ont des répercussions sur d'autres pays de la sous-région. Et ces pays de la sous-région ne resteront pas les bras croisés que ça devienne une poudrière qui les embraserait eux aussi. Et le Richard-Tindéou, l'exemple togolais, on n'en finira jamais d'en parler. Avec Faure Gnassingbé qui est au pouvoir, de l'autre côté, on a vu un déploiement, un mécanisme de la CEDEAO quand même assiégé le Togo pendant plusieurs mois de discussions, de négociations, mais au finish, l'élection a eu lieu sans les opposants.
L'élection a eu lieu sans les opposants, vous l'avez dit, mais ce sont les opposants qui ont boycotté. L'opposition, c'est vrai, n'a pas Parce que n'est pas obtenu les gars d'assurance universelle, les critères imposés. Ils ont demandé, par exemple, que les membres de la commission en charge, qu'on revoie un peu cette commission-là par rapport donc, à ceux qui sont là, puisqu'ils n'inspirent donc pas confiance pour ces membres de l'opposition. Donc je pense personnellement que ils ont boycotté les élections pour les membres de la CEDEAO. Si, entre-temps, puisque vous savez, il y a eu beaucoup de médiations avant ces élections, il y a eu beaucoup de négociations, il y a eu beaucoup de tables rondes, il y a beaucoup d'échanges entre la coalition des 14 partis de l'opposition et le gouvernement. Donc je pense que il y avait déjà matière à s'entendre. Ce n'est pas le cas au Bénin. Aujourd'hui, la commission de la CEDEAO, il n'y a pas une commission pour réconcilier opposition et mouvance. Il n'y a pas. Et c'est ça ce que je disais tout à l'heure, comme quoi nous sommes loin peut-être de ces cas que vous citez, mais nous sommes également très proche, sinon nous allons, c'est-à-dire, ce n'est qu'un pas pour donc virer dans ces situations-là. Et c'est là où le problème va peut-être se poser. Une commission qui vient au Bénin, une commission qui rencontre les différents acteurs ou les différentes parties en jeu pour ces élections et qui ne voit peut-être pas le danger venir et qui dira peut-être, après avoir déposé son rapport, dira qu'il est surpris qu'il y ait, par exemple, des affrontements ou qu'il y ait plusieurs morts à l'issue de ces élections. C'est dire qu'ils auraient raté leur mission, c'est dire qu'ils n'auraient pas bien fait. Donc pour vous, il est important que ces commissaires puissent percevoir que les voyants sont au rouge pratiquement. Tout à fait, tout à fait. Si aujourd'hui on cite le Bénin parmi ou sur le tableau, il paraît que le Bénin est un bon élève. Le Bénin est un bon élève, d'accord. Mais quels sont les facteurs, les indices qui ont permis à ce que le Bénin... Jusqu'ici, il faut préciser, jusqu'ici, le Bénin est un bon élève. Jusqu'ici, le Bénin est un bon élève. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui a fait, et ce, pour qu'on puisse dire que le Bénin jusqu'ici est un bon élève? Il faut aller constater ça. Il faut chercher ces indicateurs, ces facteurs-là pour apprécier si aujourd'hui ces facteurs sont toujours en jeu. Si aujourd'hui cette démocratie, elle est toujours en place. Si aujourd'hui on continue de miser avec ces paramètres-là, ou si le jeu politique au Bénin se joue toujours avec ces critères, ces règles du jeu. Donc, je pense que les choses aujourd'hui peut-être ont changé. Et c'est ça ce qu'il convient de dire à cette commission-là, lorsqu'il va peut-être rencontrer les forces politiques en jeu. Il faut leur dire que, entre-temps, les choses ont été changées. Entre-temps, le code électoral, par exemple, a été changé. Entre-temps, il y a eu ceci, il y a eu ceci. Et nous avons des dispositions, que ce soit au niveau de la CEDEAO, qui nous exigent, qui nous demandent que, par exemple, 6 mois avant les élections, qu'on ne touche pas aux tests. Mais lorsque nous prenons le code électoral a été voté en septembre. A été adopté en septembre. A été promulgué, voilà, en septembre, je crois le 18 septembre. Donc, je pense que 18 septembre, je compte 6 mois, nous sommes probablement en mars. C'était trop juste. Donc, c'est dire que c'était trop juste. C'était la charte qui était promulguée en octobre. Promulguée en septembre. Oui. Donc, voilà. Vous Donc, pensez que c'est dans cette situation que nous sommes. Trop juste, c'est ça? C'est trop juste et je pense qu'on ne peut pas. Et vous constatez avec moi que les partis politiques, il a fallu écourter le temps qu'il fallait pour qu'ils puissent se mettre en conformité. Donc, c'est autant de problèmes. Donc, dans des situations comme ça, quelle est la juste mesure? Quel est le milieu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le danger? Je crois que c'est pour ça qu'ils sont là. Et déjà, la présence... Vous faites allusion au code électoral, vous faites également allusion à la charte des partis politiques, mais on vous dira que ce sont des lois, et la loi, c'est l'expression de la volonté générale. Tout à fait. La loi, qui a refusé? On veut respecter la volonté générale, mais dans cette même volonté générale, il faut reconnaître que le texte même dit comment est-ce qu'il faut le respecter. Par conséquent, si la loi dit il faut
l'intervalle où ça dit un temps de 6 mois, on ne peut peut-être pas toucher. Après 6 mois, il faut pouvoir respecter, sinon vous disparaissez, il faut respecter ce temps. C'est vrai que nous sommes dans une période, et la période transitoire d'ailleurs que nous traversons, les députés n'y ont pas pensé. Ils n'ont pas pensé à prendre des lois pour sécuriser tout au moins ces élections, ces premières élections que nous aurons. Donc c'est dire que tout le problème est là. On a voté, on a voté. Maintenant, nous sommes à l'heure de l'application. Et l'application pose justement problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour donc permettre à ce que toutes les formations politiques, notamment, puissent aller aux élections, puisque c'est ce qui a toujours été fait, ou c'est ce qu'on a toujours vu dans ce pays. Tout au moins depuis février 1990, les formations politiques, des élections inclusives. Voilà, on a toujours eu des élections inclusives avec toutes les parties prenantes, tout à fait. Donc aujourd'hui, qu'on parle de nouveaux codes et que des formations politiques ne soient pas en mesure de se présenter, je pense qu'il y a un problème. Ce code-là, je ne sais pas si ça répond à la volonté générale. Et vous pensez que c'est le message essentiel que les partis devront envoyer à la commission? Naturellement. D'accord. Vigile Avancé, l'exemple togolais est toujours d'actualité. Si c'est vrai que, il est vrai qu'au Togo, c'est volontairement que les partis de l'opposition ont boycotté cette élection législative au Togo. Ici au Bénin, c'est au détour des lois finalement que ces partis de l'opposition finiront par ne pas pouvoir compétir. Est-ce que on peut faire le rapprochement entre les deux pays et l'inefficacité peut-être de la CEDEAO ou bien son efficacité? Non, vous avez déjà répondu vous-même à la question. Si au Togo, les partis ont délibérément choisi, n'est-ce pas, les partis de l'opposition s'entendent, de ne pas aller à ces élections. Au Bénin, ici, ce sont les lois, n'est-ce pas, qui empêchent les partis de l'opposition de s'y présenter. Et c'est intéressant cette mission, contrairement à ceux qui sont pessimistes, pour avoir vu, n'est-ce pas, de ces genres de missions, pour avoir vu la communauté internationale au chevet d'autres pays, d'autres situations. Moi, je pense que l'exercice n'est pas si compliqué au Bénin qu'au Togo. Parce qu'il s'agit ici quand même d'un schéma très clair. Hein. Il s'agit d'un schéma très clair, à mon avis, où les textes, n'est-ce pas, la réforme du système électoral complique les choses. Et rajouter à cela, n'est-ce pas, cette décision de la Cour constitutionnelle, parce qu'on n'insiste pas assez là-dessus, mais c'est, disons, la complication, toute la complication est partie de là. Et cette décision de la Cour constitutionnelle viole, de mon point de vue, ce protocole de la même CEDEAO qui estime que quand on est à 6 mois des élections, on ne doit plus toucher au texte. Et ce n'est pas pour rien que le protocole dit ça. On ne doit plus toucher au texte qui nous amène aux élections. On pourrait tricher. Parce qu'une partie peut être amenée. Exactement. Mais ici, convenez avec moi que la Cour a légiféré et que la Cour a touché aux règles. Et que c'est cet élément de la Cour qui cause toute la complication aujourd'hui. Donc, que les commissaires de la CEDEAO soient animés de bonnes ou de mauvaises intentions, c'est pas très compliqué. Vous pensez qu'à cette séance avec le président de la Cour, pourquoi pas élargir donc aux 6 autres membres de la Cour, que ces commissaires ont eu le courage, le grand nécessaire pour dire au numéro 1 de cette institution que là, vous avez violé notre protocole? Non, ben vous n'allez pas. Non, vous oubliez la mission, comment dit-on, le rôle de la mission. C'est pas d'aller dire, vous avez raison. Ils sont venus écouter, on dit mission d'information. On écoute les différentes parties, on va prendre les rapports, on dit, nous avons été au Bénin, voilà l'état des lieux, voilà ce qui pourrait résulter de cette situation que nous avons vue, voilà ce que nous recommandons. Schématiquement, c'est ça. Donc ils ne sont pas là pour dire non, ce que vous dites là, c'est pas vrai. Ils sont là pour recueillir les éléments d'abord. D'accord. Donc, vous n'allez pas attendre non plus que ils feront la langue de bois. Non, ce n'est pas qu'ils feront la langue de bois. Il leur revient, n'est-ce pas, de prendre un rapport, maintenant, quitte à savoir ce que la CEDEAO, ce que la Commission fera de ce rapport. Et là, nous sommes dans une urgence, donc il faut vite décanter les choses. Vous voyez, là, vous m'avez fait perdre mes idées, je ne sais plus là. Vous allez les reprendre. Elles sont sur la table. Donc je vous laisse, je vous laisse souffler. Vous allez les reprendre tellement. Nous laissons Vigile. Vous avez tout à l'heure évoqué le cas au Togo.
Voilà, vous parlez de Togo, on faisait la comparaison. Oui, entre ce n'est pas le la, Togo et le Bénin. oui, ce n'est pas la pour même voir si chose. c'était Voilà. donc, Ce n'est pas la même chose. C'est Donc, pas tout à fait les idées qu'il voulait retrouver. Vous avez retrouvé les idées? non, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, c'est pas le même schéma. C'est pas le même schéma. Donc, faire des propositions allant dans le sens, n'est-ce pas, d'inclure les différentes parties. C'est aussi simple que ça, hein, de mon point de vue. Inclure les différentes parties. Il n'y a qu'une telle attitude qui concourt à la paix, vous me direz. Et que, n'est-ce pas, chacun puisse aller chercher le nombre de députés qu'il peut. Ce n'est pas compliqué. Si on va au-delà de ça, si on va en dehors de ça, j'imagine, c'est abandonner le Bénin à son triste sort, abandonner les différents acteurs en conflit à ce qu'ils peuvent faire. Ça également, ça ne va pas être aussi simple parce que, n'oubliez pas, regardez un peu en arrière d'où on vient. 2 tentatives de révision de la Constitution. Et ça a à chaque fois buté sur cette minuscule, n'est-ce pas, majorité ou majorité, cette minuscule minorité de blocage, une vingtaine de députés qui ont à chaque fois. Et donc, quand vous prenez le schéma aujourd'hui, le chef de l'État a 83 députés. Et il a sa révision qui peut aller dans tous les sens, le sens qu'il souhaite. Donc, ça ne va pas être aisé. Ça ne va pas être aisé. Je ne sais pas, ça ne va pas être aisé de mon point de vue. Je le répète, ça ne va pas être aisé. Le chef de l'État tient plus que jamais, n'est-ce pas, à la révision. Il tient le bon bout. Le bon bout pour y arriver aujourd'hui. Et bon, en face aussi, vous avez ce que vous avez. Vous n'avez rien, c'est ça? Vous n'avez pas. Donc, on ne peut que penser avoir gagné. Donc, dans ce cas-là, une mission de médiation, ça aura fort à faire. Il faut compter avec le tempérament des acteurs. Il faut compter avec le tempérament de l'acteur principal qui est le chef de l'État. C'est vrai qu'actuellement, les Béninois retiennent leur souffle, les regards tournés vers la Sénat et puis la suite du processus national Diassou. Est-ce que vous craignez un scénario à Khala au Bénin? On craint, il faut être honnête en le disant, on craint que cette paix légendaire qui a été la nôtre caractéristique du Bénin depuis la conférence des forces vives de la nation de 90 s'érode davantage, j'ajoute davantage parce qu'elle a commencé par être érodée. Une première depuis, c'est qu'il y a eu affrontement, il y a eu tir, il y a eu mort d'homme. On a déjà évolué. Nous ne sommes plus dans la situation... Ça, l'histoire retiendra ça. Dans le statu quo ante, comme nous ne sommes plus dans la situation d'avant. Il y a eu un autre fait qui a fait que si notre linge était tout blanc, il a pris déjà une petite tache. Maintenant, à nous de savoir comment faire pour circoncire cette tache-là dans ce linge et arriver à trouver le détergent qui nous permettra de l'enlever et de redonner à notre linge son caractère immaculé. Mais pour le moment, nous en sommes là. Il y a la crainte et il y a ce souhait de ne pas voir le scénario dont vous parlez à venir. Et ça dépendra de chacun des Béninois, des partis en conflit et surtout du président de la République. Vous pensez qu'il a un rôle éminemment Oui, Virgile majeur évoquait quelque chose tout à l'heure quand vous à évoquez jouer. le cas du Togo. Il vous a dit que la situation n'est pas la même. Parce qu'au Togo, oui, ce sont les opposants qui ont pris l'option de boycotter. Au Bénin, le président de la République vous dira que ce sont les opposants qui n'ont pas voulu se conformer aussi aux dispositions légales. Donc chacun aura son vocabulaire, trouvera des mots dans son lexique pour se défendre, pour défendre sa position. Quand les oppositions vont dire, c'est le gouvernement qui nous exclut, le gouvernement dira, ils n'ont pas été exclus, ce sont eux-mêmes qui n'ont pas voulu se conformer. Et vous voyez, dans ce contexte, qui fera la concession? Est-ce les partis de l'opposition qui diront au finish, oui, nous acceptons, nous nous reconnaissons coupables, nous n'avons pas voulu nous conformer à la nouvelle charte des partis politiques, encore qu'ils disent qu'ils l'ont fait, en tout cas à la disposition de la Cour constitutionnelle demandant à ce qu'on ait un certificat de conformité? Est-ce que ce sont ces formations politiques qui vont le dire? Je ne pense pas. Est-ce le président de la République qui dira, oui, bon, c'est mon ministre de l'Intérieur qui, exprès,
ou qui n'a pas fait diligence pour mettre à disposition le certificat de conformité qu'il vous fallait pour aller à la Sénat. Oui, c'est au ministre de l'économie et des finances qui, par la direction des impôts, n'a pas fait aussi diligence pour que ceux qui doivent avoir le quitus fiscal puissent avoir leur quitus et aller déposer les dossiers. Je ne pense pas aussi. Mais le quitus a été donné à des personnalités à minuit moins 5. Eh ben, allez-y voir. Le 26 à minuit moins 5. Allez-y voir dans quelles conditions ceux-là en ont eu. Je vous dis, il y a des coulisses qu'on ne peut pas vous révéler ici. Il y a des coulisses qu'on ne peut pas vous révéler ici concernant l'obtention des quitus fiscaux. On ne peut pas vous les révéler. Est-ce le gouvernement qui va admettre que oui, il y a un appareil qui n'a pas permis au dernier moment de pouvoir libérer les gens? Chacun aura son argument pour se défendre. Et là, c'est qu'on est toujours dos à dos. Et pendant qu'on est dos à dos, pendant que chacun est campé sur sa position, tic-tac, l'horloge n'attend pas. L'horloge nous amène vers le 28 avril. On dira lancement de la campagne électorale. Et des candidats dont les listes ont été retenues, listes soutenant le président de la République, iront dans des zones qui sont réputées être fiefs de ceux-là qui ont été recalés. Et vous pensez que les gens vont s'asseoir, trouveront en eux la patience nécessaire pour dire oui, venez, parlez, on vous applaudit et vous retournez? Vous pensez que dans ces conditions, le 28 avril, les gens dans certaines localités verront des bureaux de vote s'ouvrir et va des électeurs aller voter, paisiblement retourner chez eux, trouveront en eux la patience nécessaire pour se comporter ainsi et dire bon, allez. Donc, le peuple béninois a été toujours un peuple de paix. Nous dit-on. Il n'a pas été éprouvé jusque-là, ce peuple. Ces épreuves de ces derniers temps, le peuple n'avait pas subi ça. C'est pour la première fois depuis le 1990 que nous allons à une élection, qu'elle soit législative surtout, puisque ce sont elles qui s'annoncent ces élections-là, qu'on va des élections législatives sans les partis de l'opposition. C'est une première. Donc le peuple a été jusqu'ici un peuple de paix. C'est une nouvelle épreuve qu'il devra réussir, ce peuple, pour prouver qu'il est, je ne sais pas, d'une patience à toute épreuve, qu'il a la paix en or, qu'il a la patience en or, et que quel que soit ce qu'il rencontrera dans toute sa vie, ce peuple béninois, ce pays, quelle que soit la gravité de la situation, il transcendra. Ce peuple va transcender ses difficultés et accepter pour dire fatalité. Nous continuons. Est-ce que vous n'avez pas la réponse à votre question en même temps avec l'exemple de Kiliba et autres? Est-ce qu'on peut dire avec ce qui s'est passé la semaine dernière, nous rendons hommage quand même à ces personnes quand même qui sont tombées, et il faut quand même le dire, ce sont des Béninois. Est-ce que la paix est gravée effectivement dans l'ADN du Béninois? Ce sont déjà, c'est comme on dirait, la patience à ses limites. Tout homme patient, il arrive un moment où il se dit, ben, j'accepte tout, mais ça là, à défaut de dire je n'accepterai pas ça, va vous dire j'accepterai ça difficilement. Et c'est un peu la prémisse qu'on a observée la dernière fois à Kilibor. Et quand vous écoutez le commissaire à la paix et sécurité de la commission de la CEDEAO, c'est un Béninois. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que, parce que je crois que c'est en février 2018 qu'il, à l'issue de la conférence du Conseil des ministres de la CEDEAO, que des jurys l'ont écouté et puis il a été fait truc. Ce n'est pas parce que le Bénin aurait porté sa candidature, qu'il aurait été choisi, qu'il aurait été nommé, qu'on penserait qu'une fois dans son rôle, il cherchera à défendre ce côté de oui, c'est le pays qui m'a porté, c'est le gouvernement qui a soutenu. Envers ceux qui l'ont envoyé. Je ne pense pas, même si c'était le cas, il n'est pas le seul. Il y a des signaux, des voyants qui ne trompent pas, qu'on soit béninois ou pas. Les gens sont observateurs. Le Bénin n'est pas un pays qui est en Asie ou dans l'Antarctique pour que les gens disent que les informations de là-bas nous parviendront difficilement. Et puis par rapport à ça, si vous permettez, Saturné, vigilance. Par rapport à ça, j'ai un ou deux éléments à ajouter. D'abord, comme vous dites, imaginez que vous soyez de cette délégation-là, que vous avez une mission. Ce que vous avez à faire, c'est quand même d'utiliser vos relations pour un peu tâter le terrain. C'est classique, c'est à tous les niveaux. Maintenant, la CEDEAO dont on parle et les partis dont on parle, qui soi-disant seraient lésés, c'est les partis de l'opposition. Mais dans l'opposition, vous avez deux anciens chefs de l'État, par exemple, qui, tout au moins, quand on prend le dernier, à savoir Boni Yahi, qui a encore bien ses relations, aussi bien dans la sous-région, dans cette CEDEAO, qu'au niveau de l'Union africaine. Ne l'oubliez pas.
Donc, ça pourra jouer selon vous. Ça compte. Donc, je ne parle pas de Soglo, qui, bon, disons, ses pairs avec qui il avait composé, pour la plupart. C'est quand même le vice-président des anciens chefs d'État. Voilà, mais ça également, ce n'est pas rien. Maintenant, à contrario, donc, de l'institutionnel, oui, c'est le même gouvernement qui a fait nommer Awagbe, etc., etc. Mais bon, Patrice Talon, lui-même, élève très irrégulier, n'est-ce pas, à ces gens de sommeil, ce n'est pas non plus pour plaisir. Ça ne milite pas à sa faveur. Bon, par exemple. Mais bon, ça, c'est, disons, dans l'informel. Ça, c'est très informel. Moi, je n'aime pas. Ce dont on parle, c'est tellement, je dis encore une fois, cette mission est très facile et à la fois difficile. Parce qu'il n'y a pas de démocratie, c'est basique. S'il n'y a pas de compétition, s'il n'y a pas de contradiction, s'il n'y a pas opposition et mouvance. Donc on ne peut pas prendre parti pour une telle chose, de mon point de vue. Même s'il faut battre l'opposition, mais il faut la battre dans les unes. C'est classique, c'est basique. Il faut laisser les populations. Même si ça serait une parodie de victoire, il faut quand même l'habiller, c'est ça? Il faut. Même si c'est une parodie de victoire, il faut l'habiller. Il faut au moins faire semblant. Si je devrais continuer, Vigil a évoqué un cas tout à l'heure, l'aspect de la Cour constitutionnelle, qui demandait à ce qu'on ajoute une pièce et qui, à mon avis, il a aussi précisé, est comme réécrire l'article 46 du code électoral qui précise les pièces à fournir par les partis politiques dans un délai qui est déjà entamé, dans un délai, nous sommes à moins de 6 mois des élections, et c'est en février dernier pour les élections qui sont en avril que la Cour constitutionnelle sort, réécrit un article, le fameux certificat de conformité, retouche à une loi à cette distance-là du scrutin. C'est primordial, c'est vu, ça doit être vu comme une manière de retoucher à la loi dans un délai proscrit par la communauté. Et l'autre chose, je parlais de Francis Awagbe tout à l'heure, il a beau être premier par le chef d'État, lui-même en parlant, c'est pourquoi, même si on utilise des symboles pour parler, on est dans la diplomatie, écoutez les mots que les gens utilisent. Quand il a voulu évoquer des symboles forts du Bénin, il a parlé de la conférence des forces vives de la nation. C'est le symbole par excellence de l'inclusion. C'est le symbole par excellence de l'exclusion. Je ne sais pas si en utilisant ce symbole, s'il avait pensé à toute la charge qu'il évoquait quand il évoquait 90. C'est le symbole par excellence, disait, du consensus de l'inclusion. Et si nous sommes dans un contexte où on enregistre de l'exclusion et quelqu'un évoque un symbole de l'inclusion, c'est comme pour dire attention, vous nous avez toujours donné des leçons de démocratie, de l'inclusion, du consensus. Ne vous écartez pas, restez ce bon élève, ne vous écartez pas de ce chemin. Je crois que c'est un message que les personnes concernées doivent entendre et pendant qu'il est encore temps, chercher à recadrer les choses pour que nous sauvons. Le message est lourd de sens, hein. Vous allez tout donc, à fait. On va conclure l'émission avec vous, d'ailleurs. Je vais ajouter rapidement à tout ce qui a été dit, puisque Saturnin et Vigile ont rappelé tout à l'heure que cette pièce que la Cour a exigée à quelques jours donc, de ces élections n'était pas, donc, ou ne figurait pas dans l'article 46. Mais au-delà de ça, lorsque vous prenez des dossiers comme le dossier USL qui, au départ, avait été déjà étudié, on a dit, écoutez, voilà, on vous donne un récépissé. Mais à la veille des élections, on dit, c'est maintenant qu'on va toucher à votre test. C'est maintenant qu'on trouve qu'il y a des gens où, par exemple, quand je prends la condamnation de Sébastien Germain à Javon, c'était bien après qu'on a donné, c'était bien après cette condamnation qu'on a donné le récépissé. Mais le ministre n'avait pas vu ça. Le ministre n'avait pas vu l'article ou les articles incriminés dans le règlement intérieur. Avait été délivré. Le récépissé était déjà délivré. Il fallait simplement se conformer. C'est faux. Dans l'ancienne charte politique, la situation de peine était toujours là. C'est-à-dire dans l'article 28 de l'ancienne charte. Et pourtant, ils n'ont pas vu ça. Et l'autre chose, vous voyez, c'est pourquoi je dis, il ne faut plus dire que les partis de l'opposition ne veulent pas aller aux élections. On a vu la FCBU. Le lendemain de leur rejet, ils ont encore organisé un congrès extraordinaire. C'est la preuve que l'opposition veut aller aux élections et ils doivent aller aux élections. Je crois même que la commission ne va pas régler cas par cas. Cette décision de la Cour constitutionnelle viole le protocole de la CEDEAO. Un point trait. On peut aller, le marché peut s'arrêter, on peut rentrer. Ici, c'est le marché de l'émission intégrale qui s'arrête ici. Merci à vous, Saturnin Jassou, Vigile Avanceur, le Richard Tineouf, derrière donc la belle vitrée Georges Ponou. L'intégrale, c'est encore demain. On se retrouve. À bientôt.